Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1051, un chapitre qui a divisé la communauté, mais c'est un truc de taré, même au niveau de mes commentaires, c'est un truc absolument de fou. Et même moi, je suis divisé. Il y a une partie du Doc qui a adoré ce chapitre, et il y a une autre partie qui s'est dit, mais mon dieu, Ishiroda est en train de se foutre de notre gueule. On va parler de quoi dans ce chapitre? On va parler de Momonosuke, on va parler de Yamato, on va parler de Kinemon, de Okiku, de Denjiro, de Izu, du pouvoir d'Otama, du futur de Wano Kuni, bref, plein de choses. Mais avant ça, on va faire quoi? On va donner le résultat du concours de la semaine dernière et vous annoncer un autre concours. Déjà, qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière? Il y avait ce poster de Kaido qui était à gagner, fait par Chrisman de l'atelier de Chris, et qui a gagné, c'est tout simplement Tezuka Zone. Gros merci à lui. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner? Il va y avoir 3 lots à gagner, des lithographies faites par mon poteau Luffy, et ce n'est pas n'importe quoi, c'est des lithos sur Pokémon. Et oui, on se lance dans le Pokémon, on est complètement fou. Il va y avoir un premier lot, le lot A, qui sera de Reptincelle, Salamèche et aussi Dracofeu, qui sont en 2 lithographies. Après, ça sera Carapuce, Tortank et Carabaf. Et oui, Carabaf. Et oui, j'ai le mini-doc qui adore les Pokémon. Donc voilà, je m'y suis remis un petit peu. Et enfin, il y aura le truc de fou, c'est le premier Pokémon que je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est par rapport à quelle version? C'est la version Gold, je crois. Pikachu, et avec l'évolution de Raichu. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Et bah tout simplement, vous mettez dans les commentaires un petit hashtag merci Luffy Stud, et on vous donnera le résultat la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à aller sur son site, ils sont en promo. Il a fait justement, si vous achetez les lots complets, vous les avez vraiment à un tarif super réduit. N'hésitez pas, c'est de la qualité. Ceux qui ont déjà acheté des lithographies, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Dites que le poteau Luffy Stud, il fait des trucs absolument de fou. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que les Pokémon comme ça, eh bien, on n'en voit pas souvent, donc ça peut faire des super cadeaux. Bref, on va revenir sur cette critique analyse, et on va commencer par parler de quoi? Très bonne question. On va parler de l'aspect global de ce chapitre. Pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai détesté? Parce que Ishiroda est vraiment très fort. Au niveau des émotions qu'il arrive à véhiculer dans son manga, je pense que Ishiroda est parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il arrive toujours à nous donner un petit peu à nous donner des frissons, à nous faire pleurer. C'est vrai qu'au niveau des combats, on va pas se mentir, hein, je le répète assez souvent, mais c'est aussi ça qui est important, c'est de savoir reconnaître là où un auteur arrive à vraiment sublimer son œuvre, et là où il fait parfois des erreurs, c'est que t'es jamais transporté par les combats. C'est pour ça que l'anime à côté fait un taf absolument de taré, mais au niveau des émotions, enfin au niveau du ressenti, il arrive à travers les cases, à travers sa manière de dessiner, il arrive à t'emmener. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un très gros travail en amont qui fait que on s'attache au personnage, et le petit flashback d'Otama, il est venu me chercher, au fond de moi. En plus, ceux qui ont vu justement l'unboxing que j'ai fait des figurines, il y avait justement cette petite Otama qui est sortie. Et cette petite Otama, quand j'ai fait la review de la figurine, eh bien, j'ai dit que j'étais content parce que j'aimais tout le travail qui avait été fait sur ce personnage, et tout le travail qui a été fait tout au long de ces 4 années, parce qu'elle apparaît dès le début. Il vient nous attacher. Et en plus, dernièrement, au niveau des épisodes, il y a Otama qui revient justement avec le Dividango. Eh bien, on s'aperçoit pas, mais Eiichiro Oda nous donne de l'émotion, nous crée un lien, c'est ça, nous crée un lien avec le personnage. Et là, quand on a le mini flashback où on apprend que ses parents sont morts, et que elle a vécu longtemps sans parents depuis son enfance, et encore une fois, ça fait peut-être écho à ma personne par rapport à l'enfance que j'ai eue, eh bien, d'un moment, quand elle va vers Speed, et qu'elle lui dit qu'elle veut qu'elle soit sa maman, et même après, quand on la voit pleurer
dans les bras de Nami, et quand on connaît aussi tout ce qu'a vécu Nami, on se rappelle aussi de ce qu'il y avait eu à Punk Hazard, où Nami ne peut pas abandonner les enfants par rapport au trauma qu'elle avait eu, elle, enfant aussi. Eh bien, il y a tout ça qui vient ressurgir. Et c'est ça qui est incroyable dans cette œuvre qu'est One Piece, c'est-à-dire qu'il arrive à véhiculer les émotions d'une manière absolument incroyable. Pour ceux qui ont vu ma réaction live, j'avais presque les larmes, on le sentait au niveau de la voix. Et même là, le fait que, quand j'ai relu encore une fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, j'avais toujours cette émotion qui était là. Et même là, je le sens, rien qu'à en parler. Il est incroyable pour ça. Eiichiro Oda est incroyable, et je pense que son œuvre va marquer les esprits dans les futures années, où il va montrer que même dans un shonen, on peut jouer sur les émotions, que dans un shonen, tu n'es pas seulement obligé que du foot de combat, que du foot de power-up, que de foutre un concours de puissance entre un personnage A et un personnage B. Et l'autre chose qui est absolument dingue, c'est-à-dire qu'on prend la partie Otama et on la met d'un côté, mais d'un autre côté, il y a Momo. Momo, un personnage qu'il y a encore quelques temps, je détestais. Je l'aimais autant que je le détestais. Il avait des passages vraiment hyper épiques où il prenait sa détresse, il prenait sa peur, il essayait de l'enfouir, et il essayait de devenir ce shogun. Le message que lui a mis Luffy quand ils sont à Azu, quand ils sont devant le Road Poneglyph, où Momo supplie Luffy de venir l'aider, et Luffy lui dit non. Non, je ne vais pas aider un enfant qui pleure. Je vais aider la personne qui va rebâtir Wano Kuni. C'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est comme ça qu'est véhiculé le message. Et on voit que à partir de ce moment-là, il y a un Momo qui essaye de changer. Cependant, Momo a 8 ans. Mon fils a 8 ans. Et je vois comment il réagit par rapport à certaines choses, à des choses qu'on lui raconte, etc. Momo, ce n'est qu'un enfant. Il ne peut pas devenir adulte en un claquement de doigts. Et même si à travers le pouvoir de Shinobu qui lui fait prendre 20 ans, où il devient un mec au chara design absolument dingue, et encore une fois, vivement qu'on ait une figurine de Momonosuke, ça va être un truc absolument de malade. Mais même si physiquement il a l'air d'être quelqu'un vachement adulte, de vachement fort, dans son cœur, il n'est encore qu'un enfant de 8 ans. Certes, un enfant de 8 ans qui s'en est pris plein la bouche, qui a vécu en quelques mois, c'est un nombre d'années absolument dingue pour nous qui sommes lecteurs. Mais dans l'univers, dans la temporalité de One Piece, Momo est encore un enfant de 8 ans, et il n'y a que quelques mois qui séparent son arrivée au niveau de Punk Hazard et après au niveau de Zou, Dressrosa et Zou, de ce qui se passe en ce moment au niveau de Wano Kuni. Et il y a une évolution au niveau de ce garçon qui est absolument dingue. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, il essaye d'être fort, mais l'enfant de 8 ans, avec ses peurs, ses détresses, ses craintes, ses interrogations, souvent ressurgit. Quand il est en forme dragon et qu'il se dit « je ne peux pas bouger Onigashima, je ne peux pas le soulever, je ne peux pas combattre Kaido », parce qu'au fond de lui, cet enfant a peur. Il a encore dans la tête le trauma de la perte de sa mère, de la perte de son père, du château, de là où il a grandi, qui a été brûlé. Il faut qu'on garde ça dans l'esprit. Il faut qu'on garde toute cette construction qu'a mis en place Eiichiro Oda. On voit qu'il y a des moments, il a des sortes de fulgurances, quand à un moment, il va aller mordre Kaido, quand à un moment, il va essayer de sauver son peuple, de sauver Onigashima, de sauver Wano Kuni. Il y a ce Momo qui va devenir plus tard, tel que nous le dit le narrateur. Le travail qui a été fait par Eiichiro Oda est absolument dingue.
le speech qu'il fait. Encore une fois, je suis chiant avec ça, mais c'est un enfant de 8 ans qui le fait et il n'y a personne à côté de lui pour lui souffler. Il n'y a personne qui vient, qui lui a écrit le texte pour qu'il le dise. Le texte qui dit comme quoi que les eaux ne seront plus polluées, qu'il n'y aura plus d'esclaves qui devront travailler pour un maître et que tous ensemble, si vous le voulez, vous allez devoir énormément travailler pour reconstruire un pays, pour faire de ce monde une utopie. On est encore dans cette utopie que Eiichiro Oda aime bien mettre en place. Ce message, comme je l'ai dit, n'a pas été écrit, ne lui a pas été soufflé. Et là, ici, Eiichiro Oda nous fait voir que Momonosuke a en lui les graines pour devenir quelqu'un d'absolument admirable qui va conduire son peuple vers une nouvelle ère, et c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas ouvrir tout de suite le Japon, et ça reprend en un sens l'histoire du Japon par rapport aux Européens, par rapport à tout ce monde occidental qui est venu, par rapport à cet empereur qui a embrassé cette culture occidentale et qui a transformé beaucoup trop vite, peut-être que c'était nécessaire, mais qui a transformé beaucoup trop vite le Japon, et qui l'a un peu mené à sa perte. Et c'est peut-être à travers ça que Eiichiro Oda dit que Wano Kuni ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'a fait le Japon. C'est-à-dire que le Japon, avant d'ouvrir ses frontières, doit se reconstruire, remettre en place ses véritables valeurs, retrouver ce qu'ils sont réellement, parce que c'est l'ouverture au monde à travers un marché qui a transformé Wano Kuni en ce qu'il est actuellement. Et donc, cette erreur ne doit pas être faite une seconde fois. On doit faire table rase d'un passé, de ce qui s'est passé pendant 20 ans, pour reconstruire un Wano Kuni qui aura vraiment cette identité. Et à partir de là, Wano Kuni sera assez fort pour ne pas se faire transformer par le monde extérieur et trouver ainsi sa véritable place. Ce message de Momo est vraiment venu me chercher, m'a vraiment donné la chair de poule, et c'est ça qu'on attend d'Eiichiro Oda, et c'est dans ça qu'il est vraiment extrêmement bon. Mais tout bon, tout génie qu'il soit dans un domaine, d'un autre côté, il y a des trucs qui vont pas. Le retour de Kinemon et de Okiku comme ça au KLM, alors que il y a un chapitre, 2 chapitres, ils sont au bord de la mort, où tu as Usopp qui hurle à Chopper de venir les chercher parce qu'ils sont au port de la mort, au portes de la mort. Alors, est-ce que Chopper a donné le médicament qu'il a donné à Zoro ? Peut-être. Alors, c'est peut-être Kinemon qui l'a demandé en disant je dois accompagner Momonosuke pour qu'il fasse justement son speech, pour qu'il revienne, pour qu'on l'accompagne. Peut-être qu'il y a ça. Il y a peut-être cette excuse. Mais de le revoir comme ça, un mec qui était au bord de la mort, qui s'est fait couper en deux, qui s'est fait empaler par Kaido, ce mec qui nous dit qu'il est prêt à se sacrifier, qu'il est là, qu'il sait que c'est un voyage sans retour vers Onigashima, et les fourreaux rouges, ils reviennent comme ça, mais il n'y a aucune tension. Cette guerre qui était contre 2 empereurs, alors on me l'a écrit dans les commentaires, on m'a dit c'est pas parce que c'est une guerre contre 2 empereurs qu'il doit obligatoirement avoir des morts. Certes, mais quand même, il doit y avoir quelque chose. En plus, on est habitué à cette mise en place d'Eiichiro Oda de la vieille génération qui se sacrifie pour justement apporter quelque chose de nouveau. Alors certes, on n'a pas vu Denjiro. Si Denjiro était revenu, alors peut-être qu'il est encore vivant. Là, on pourrait se dire qu'on a peut-être Pedro qui est encore dans le bateau de Big Boy et qui va arriver tout à l'heure. Izu, le seul personnage à la rigueur qui ne doit pas mourir et qui doit voir peut-être la mort de son frère, ou qui doit sauver son frère, qui doit peut-être faire quelque chose. T'as Okiku qui perd un bras, qui perd du sang. Alors ouais, je sais que dans les shonen, perdre son sang, c'est un petit peu un gimmick. Et encore une fois, je le répète, c'est parce que Eiichiro Oda, en amont, nous fait une mise en place narrative de la mort des fourreaux rouges. Si on demande la mort des fourreaux rouges, c'est pas par un
plaisir malsain de voir des morts. C'est seulement quelque chose qui nous a été montré et une évolution qu'on a eu à un moment qui a été fait par Ichiroda, où on voyait un One Piece plus mature avec vraiment des morts. Il y a eu des morts dans le temps présent. C'est pas que en flashback. Comment il s'appelle, Yasuie, par exemple. Mais le reste, on l'a pas. Alors oui, on a eu la mort de Orochi. C'est comme le combat final entre Big Mom et Kaido. Je vais pas revenir là-dessus, je vais pas vous refaire un speech. Mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas qu'un gros con qui n'est jamais content. Je vous le dis que j'adore One Piece. Si je continue à en parler tellement avec le cœur, c'est parce qu'il vient me chercher au fond de moi. Mais je remarque aussi que... Alors c'est peut-être ma communauté justement qui ressent un écho justement dans ce que je dis. Mais dans les commentaires, je lis. Il y a un petit goût de... Il manque quelque chose. Franchement, il manque quelque chose. L'autre chose aussi, c'est Yamato. Yamato, futur Nakama. Alors il y en a un qui m'a laissé un commentaire en disant: ça va, ton amour propre, il t'en a pas pris un petit coup? Parce que oui, depuis un bout de temps, je vous dis que je ne veux pas que Yamato vienne dans cet équipage. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que je vous ai parlé du trauma de Ace. C'est-à-dire que les Mugiwara sont liés entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu être là lorsque Luffy perd son frère, et on le voit dans les flashbacks, ils sont tous en larmes et ils s'en veulent. Et si pendant les 2 ans ils s'entraînent autant, c'est pour justement être avec leur équipage, enfin avec leur capitaine, et le soutenir pour plus qu'il n'ait autant de détresse comme il l'a eu lors de Marineford. Et inversement, le trauma de Ace a eu une répercussion sur Luffy du fait que il ne veut plus perdre de Nakama, il ne veut plus perdre personne pour plus ressentir la souffrance et la fin justement de cet arc gigantesque de la pré-ellipse où tu as Jinbei qui est face à lui et qui lui dit: mais même si Ace est mort, regarde, t'as peut-être perdu quelque chose d'énorme, mais regarde ce qu'il te reste. Et tu vois Luffy qui et rien qu'à... Encore une fois, Ichiroda est trop fort parce que rien qu'à faire le geste où il compte sur ses doigts, c'est Nakama. Alors écoutez. Tu ressens la tristesse et aussi l'espoir qu'a Luffy. Le fait que, comme Ichiroda l'a dit, la mort de Ace a servi pour faire évoluer son personnage. Et tu sens après l'évolution. Et le trauma de Ace, comme je l'explique, a vraiment cimenté tout l'équipage. Et Jinbei, qui arrive après, a participé à ce trauma. Parce que c'est lui qui, justement, amène à Luffy cette conscience que il faut aller de l'avant parce qu'il y a encore des jours heureux. Je pense que Yamato n'a pas ce morceau de ciment qui va construire ce mur que sont les Mugiwara. Alors certes, il y a quand même une partie de Ace en Yamato, parce que Yamato a connu Ace, et Ace a parlé de Luffy, lui a transmis justement le message que nous ne connaissons pas encore, et c'est le même message qu'a dit Goldie Roger à Barbe Blanche et à Oden, que Yamato, elle a lu dans justement le journal. Et si elle ne fait pas partie du trauma de Ace, elle a quand même un lien avec Ace. Ce qui peut permettre, à la rigueur, son intégration dans l'équipage. Cependant, on revient encore sur la même chose, c'est-à-dire que au-delà du trauma de Ace, l'équipage a vraiment fusionné à travers toutes les épreuves qu'ils ont vécues. L'épreuve surtout d'Enies Lobby et Water 7, quand il y a Usopp qui part de cet équipage pour après revenir. Il y a toute une chose qui est faite. Shabondi, qui est vraiment énorme. Ils ont vécu des choses ensemble. Est-ce que Yamato peut venir? Est-ce qu'elle peut être intégrée? Au-delà de son aspect physique et au-delà de la puissance qu'elle peut amener. Parce qu'il y en a certains qui vont faire le parallèle entre Oden, parce qu'elle se voit comme Oden dans l'équipage de Goldie Roger.
Et là, ça peut être exactement la même chose. On a Carotte qui a eu le même rôle que Inuarashi et Nekomamushi. Elle est entrée en étant cachée et après, elle découvre le monde comme Nekomamushi et Inuarashi qui n'avaient jamais quitté Zunisha. Oden, quand il est venu dans l'équipage de Goldie Roger, c'est parce que, premièrement, Goldie Roger lui a demandé de venir. Pourquoi ? Parce que à travers le savoir qu'il avait, a permis de lire et de graver les poneglyphes. Roger pouvait lire les poneglyphes, mais ne maîtrisait pas l'écriture. Et inversement, chose paradoxale, c'est-à-dire que, si mes souvenirs sont bons, et dites-le dans les commentaires, Oden pouvait écrire, mais ne comprenait pas le langage. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Et justement, Oden et Roger permettaient d'être les deux faces qui ont permis justement de laisser, entre autres, le message au niveau de Skypiea. Oden avait un rôle, quelque chose de nécessaire au niveau des poneglyphes. Et d'un autre côté, Oden a voulu venir pour connaître l'histoire de son clan, que son père ne lui avait pas raconté. Donc, il y avait un besoin. Sauf que ce besoin n'est pas nécessaire. Yamato n'apporte pas la même chose au niveau de l'équipage. Les poneglyphes peuvent être lus et écrits. Enfin, pas écrits, parce que personne ne maîtrise le savoir d'écrire sur les poneglyphes. Mais Robin sait lire les poneglyphes. Et elle, Yamato, n'est pas une Kuzuki. Donc n'a pas besoin de connaître quelque chose sur le passé. De plus, elle connaît déjà l'histoire des Kuzuki à travers le journal. Mais il y a des pages qui ont été déchirées. Donc peut-être qu'elle viendrait afin de connaître ces pages qui ont été déchirées. Mais encore une fois, quel rôle va-t-elle avoir ? Luffy, quand il va arriver, est-ce que Luffy va vouloir d'elle comme membre d'équipage? Alors peut-être que Luffy va lui dire non, en lui disant « Je ne veux pas de toi en tant que Oden, mais à la rigueur, je veux de toi en tant que Yamato. » Et peut-être qu'il va trouver un côté, une fille avec des cornes, cool, j'en ai pas dans mon équipage, et ben voilà, maintenant j'ai une fille avec des cornes dans mon équipage. Luffy est assez débile pour vouloir ça, mais il y a quand même cette chose qui fait que moi, je voyais plus Yamato comme celle, et on le voit quand elle parle justement à l'équipage de Kaido, je la voyais plus comme le commandant de la flotte de Kaido qui viendra lors de l'affrontement final avec les autres flottes de Luffy pour combattre le gouvernement mondial, pour combattre Barbe Noire, etc., 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 etc. Mais encore une fois, même si je ne vais pas dans le sens que Yamato fasse partie de l'équipage, si Eiichiro Oda fait ce choix, je ne vais pas dire que c'est de la merde. C'est un choix qu'il a fait, qu'il a décidé, et ça peut amener des choses complètement dingue, je l'avoue complètement. Il peut avoir une relation avec Sanji qui peut être forte. Alors par contre, c'est vrai que Yamato n'est pas comme Shirahoshi ou n'est pas comme Rebecca. Elle se rapproche beaucoup plus dans son tempérament d'une Vivi. Et Vivi a fait partie à un moment de l'équipage des Mugiwara. C'est Eiichiro Oda qui l'a dit. Donc si ça se fait, il n'y a aucun souci là-dessus. La dernière chose, on va parler du pouvoir d'Otama. Le pouvoir d'Otama permet justement d'allier les animaux avec elle pendant un mois. C'est un cycle par rapport à la lune, et ça encore une fois, je pense que c'est lié avec justement cette mythologie de la lune envers les animaux, les changements que la lune fait sur les animaux, on l'a vu justement avec les Minks. Je pense que pendant un mois, tous les gifters vont permettre la reconstruction de Wano Kuni, et je pense que après cette année, ils vont trouver leur place dans justement Wano Kuni, et je pense qu'après ils vont continuer justement à faire partie de cette flotte que je parlais, qui rejoindra peut-être après Yamato si elle fait partie de l'équipage des Mugiwara. Bref, il y avait plein de choses à dire sur ce chapitre. Je reviens sur une chose qui est vraiment très importante. J'adore One Piece. Ce n'est pas parce que je fais une critique sur les choix
d'Ichiro Oda que je ne les accepte pas. Je suis certes peut-être dans un déni à un moment, mais Ichiro Oda est maître de son œuvre. Je suis absolument incapable de faire 1 millionième de ce qu'il fait. Je ne suis qu'un fan qui donne son avis sur une œuvre qui a changé sa vie à un moment. Et c'est pour ça que j'en parle autant avec le cœur. Bref, j'espère que cette critique analyse vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.